type de monture est malgré tout systématiquement aujourd'hui pour les grands télescopes des observatoires nationaux et internationaux. Les calculs trigonométriques qui permettent d'assurer le suivi équatorial et la compensation de la rotation de champ qui en résulte sont à la portée de n'importe quel ordinateur, alors qu'une monture équatoriale de taille équivalente serait très coûteuse à mettre au point. Donc vous avez compris qu'il y a un avantage financier à prendre un télescope avec une monture azimutale. Beaucoup moins cher, beaucoup plus facile à mettre en place, même pour les gros télescopes. Toujours par le calcul, elle permet également de suivre les objets en déplacement relatifs par rapport aux étoiles lointaines, voûtes célestes, ainsi que de compenser entre autres le déplacement des pôles célestes dû à la précession des équinoxes. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est la précession des équinoxes. En fait, l'étoile polaire, pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est l'étoile polaire. Notre référence pour faire nos mises en station des télescopes, c'est l'étoile polaire. Il faut savoir que l'étoile polaire, quand on fait des photos, par exemple des photos à longue pause, ce qu'on appelle des circumpolaires, l'étoile, elle ne bouge pas. Mais en réalité, elle bouge un petit peu. Elle n'est pas toujours tout à fait au même endroit. À chaque équinoxe, elle bouge un petit peu. Vous allez voir sur les calendriers, c'est indiqué les équinoxes, machin, patati patata. Bon, c'est pour ça que moi, je préfère des montures motorisées. Parce que normalement, c'est calculé à l'intérieur de l'ordinateur, de la motorisation, tout ça, de la raquette de commande, c'est commandé. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à se soucier de ça. Voilà. Donc, les télescopes Keck, le VLT, le LBT, Subaru et consorts, ainsi que des projets comme le EELT, font tous appel à une monture azimutale. Alors, le Keck, c'est un télescope qui se trouve sur Hawaï, sur l'île de Hawaï. Le VLT, c'est le Very Large Telescope. Le LBT, c'est le Large Binoculaire Telescope, qui se trouve à Hawaï aussi. Alors, c'est deux miroirs de 10 mètres de diamètre qui sont l'un à côté de l'autre, comme une espèce de paire jumelle. Et les deux images, donc c'est, par exemple, vous visez Jupiter, vous avez 2 fois Jupiter, mais qui sont regroupés en une seule image, par des calculs savants, machin et tout, par des algorithmes informatiques, tout ça. C'est ce qu'on appelle une interférométrie informatique. Je vous expliquerai plus tard, j'essaierai de faire une vidéo plus tard sur l'interférométrie pour vous expliquer ça. C'est parce que là, c'est un peu compliqué de vous faire ça dans cette vidéo. Pour les astronomes amateurs, la monture azimutale est d'une prise en main facile, mais n'est pas adaptée aux observations prolongées à fort grossissement. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce problème-là. Il y a des problèmes qui... en fait, si vous voulez faire des longues pauses sur un objet du ciel profond avec une monture azimutale, il faut faire plusieurs petites longues pauses, on va dire. Votre appareil photo, au lieu de le mettre sur B, vous allez le mettre sur 30 secondes. Et vous allez faire plusieurs photos de 30 secondes, suivant le type d'objet. Après, vous descendez au fur et à mesure que l'objet est plus ou moins lumineux. D'accord ? Manuelle, elle n'est généralement utilisée que sur des lunettes astronomiques de petit diamètre. Alors, je essaierai de faire une vidéo un jour sur les lunettes astronomiques pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une lunette astronomique, pour que vous ayez la différence entre un télescope et une lunette astronomique. Ce que je vous dis là pour les montures azimutales équatoriales, c'est valable pour les lunettes. Je vous le dis tout net, les lunettes sont soit sur monture équatoriale, soit sur monture azimutale. C'est pareil que les télescopes. Motorisés ou pas, c'est pareil. Ok ? Motorisées, elles peuvent permettre de suivre un astre lorsqu'elle est pilotée par un calculateur intégré ou par un ordinateur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, vous avez, avec les télescopes, vous avez des télécommandes. Alors, je vais essayer de vous en trouver une. Je dois avoir la mienne qui est pas loin.
Ah, là, voilà. Ah. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une raquette de commande. Dedans, il y a l'ordinateur. Le reste de l'électronique sur le télescope, c'est juste de l'électronique qui va prendre l'information de ça, qui va faire bouger le moteur. Tout le calculateur est là-dedans, dans la raquette de commande. Voilà. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une raquette Goto. Voilà. Donc vous êtes au courant de ce que c'est une raquette de commande. Du fait de la relative facilité de mise en œuvre, c'est sous forme azimutale que la monture avec positionnement automatique sur un astre, fonction dit Goto, s'est démocratisée, même si ces systèmes sont également disponibles sur les montures équatoriales de gamme supérieure. Alors, tout à l'heure, je vous disais pourquoi j'aime pas bien les montures équatoriales. C'est à cause de leur prix une fois qu'elles sont motorisées. Il faut savoir qu'une monture équatoriale motorisée coûte très cher par rapport à une monture azimutale motorisée. C'est très cher. Je vous dis pas les prix, mais c'est vraiment... vous pouvez pas, c'est trop cher. Les algorithmes de pilotage de ces montures permettent la mise en station du télescope après un pointage d'au minimum 2 étoiles de référence au début de séance d'observation. Cette monture est souvent utilisée sur des télescopes de type casse-grain, dérivés, et en particulier est traditionnellement associé au Schmidt casse-grain. Alors Schmidt casse-grain, c'est exactement le télescope que j'ai. Je vais vous montrer en fin de vidéo ce que c'est un Schmidt casse-grain, pourquoi on appelle ça un Schmidt casse-grain. Les amateurs de photographie à longue exposition peuvent la plupart du temps munir ces instruments d'un dispositif de compensation de la rotation du champ, des retardateurs pilotés par la monture. Ah oui, c'est des retardateurs pilotés par la monture. J'ai mal écrit mon truc, il faudra que je prenne des cours d'écriture aussi, et de lecture. L'automatisation, oh là là, j'y arrive pas, l'automatisation à la portée du grand public. L'évolution la plus grande importante de ces dernières années est la possibilité pour les montures les plus sophistiquées d'être munies d'un dispositif autonome de correction des erreurs de suivi d'un astre. C'est ce qu'on appelle des corrections périodiques. En fait, il faut savoir que tout télescope peut corriger la position des étoiles. Parce qu'il faut savoir que tous les je ne sais plus combien de millions d'années, les étoiles ne se trouvent pas forcément à la même place. Par exemple, si vous regardiez le ciel à l'époque de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Les étoiles n'étaient pas dans la même position. Si vous le regardiez il y a 20 000 ans, c'est pareil. Ça se trouve, il y a 20 000 ans, la Grande Ourse n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas cette forme de chariot, machin et tout ça. Donc, il faut bien comprendre que ça veut dire ça. Hein? Ces montures permettent le guidage par un autoguideur ou une caméra d'astronomie à double capteur, et ce, grâce à des algorithmes de traitement d'images qui permettent d'asservir la position de la monture aux dérives constatées à l'image. Ça veut dire que maintenant, à la place du pointeur pointe rouge ou à la place du pointeur réticulé, j'en parlerai plus loin, vous verrez, je vous en parlerai plus loin, eh ben, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une caméra autoguidrice, autoguideur. C'est-à-dire cette caméra va capturer les étoiles et va les machiner en constellation. C'est-à-dire, elle a une carte du ciel. Dans l'électronique, il y a une carte du ciel mémorisée des 88 constellations, puisque la planète entière, la sphère entière de la planète compte 88 constellations. Pour le pôle nord, pour l'hémisphère nord, 44 constellations. Donc si on se trouve dans l'hémisphère nord, elle va prendre les 44 constellations de l'hémisphère nord et va rechercher et va faire ce qu'on appelle une comparaison. Elle va superposer ce qu'elle a dans la mémoire avec ce qu'elle voit dans le ciel. Et donc, elle va se calquer là-dessus. Et donc, elle va corriger les erreurs périodiques, les erreurs de dérive du télescope par rapport aux étoiles. C'est-à-dire que le télescope, des fois, peut aller un peu plus vite ou peut aller un peu moins vite.
Et l'autoguideur, lui, eh ben, en fait, il va faire aller le télescope à la même vitesse de rotation du passage, donc, de l'objet que vous observez pour vous permettre de faire ce qu'on appelle des longues pauses. Mais là, de très longues pauses. C'est-à-dire que votre télescope, vous le mettez sur position, votre appareil photo, vous le mettez sur position B et vous appuyez sur le déclencheur. Vous avez des déclencheurs maintenant télécommande. J'en ai pas là sous la main, mais vous avez un déclencheur télécommande à fil. Pouf, vous le bloquez et ça prend la photo. Ça garde ouvert le diaphragme, ça garde tout ouvert. Votre capteur de l'appareil photo est exposé tant que vous ne refermez pas. Excusez-moi. Si vous laissez 1 heure ouvert, et ben pendant 1 heure, ça prend une photo. Ça capte la lumière pendant 1 heure et ça compose une image. Voilà. C'est ça, grosso modo, que ça veut dire. On peut par ailleurs noter l'apparition de services d'astrophotographie par Internet, monteurs pilotés à distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces montures pilotées à distance? Ça veut dire que vous avez maintenant la possibilité d'aller sur Internet et de louer ce qu'on appelle du temps. Vous pouvez louer un télescope à distance, par exemple, qui se trouve dans le désert de la Katama. Excusez-moi, j'ai pris un peu soif. Je sais que c'est pas poli de boire en pleine vidéo, mais tant pis. Et donc, vous pouvez louer un temps d'observation avec ce télescope à distance. Et il est équipé pour prendre des photos et tout. Et vous pouvez faire de l'astrophotographie à distance de chez vous. Alors, je vous conseille d'avoir une très bonne connexion. En dessous de 100 mégaoctets, vous oubliez. 100 mégaoctets minimum, c'est-à-dire fibre optique. En dessous, vous allez passer plus de temps à attendre de recevoir vos images qu'à faire des réglages, qu'à faire des pointages, qu'à faire tout ça. Donc, moi, je vous conseille, parce que les appareils qu'ils mettent sur les télescopes qu'ils louent, ce sont des caméras qui sont en full frame. Plein champ, plein format. Et bien souvent, vous en avez maintenant qui ont 20-30 millions de pixels. Donc, quand vous recevez une photo de 20-30 millions de pixels à longue pause, votre photo peut faire à peu près au minimum entre 500 et 1 giga, entre 500 mégaoctets et 1 gigaoctet. Donc, vous pensez bien que si vous n'avez pas au minimum une connexion fibre optique, vous oubliez ce que je viens de vous dire pour louer un télescope à longue distance et faire de l'astrophotographie en longue distance. Vous l'oubliez. Je vous avais promis quelque chose, j'avais promis de vous montrer ce que c'était un télescope type Schmidt-Cassegrain. Alors, c'est pas le télescope qui est Schmidt-Cassegrain, c'est le tube, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parce que vous avez les casse-grains qui sont ouverts. Il n'y a pas de plaque de verre là. Et là, sur celui-là, c'est un Schmidt casse-grain parce que vous avez une lame de Schmidt. Et la lame de Schmidt, c'est le verre qu'il y a là. Alors là, pareil comme tout à l'heure, je ne mets pas les doigts dessus parce qu'il y a un traitement. Comme sur les objets d'appareils photo, tout ça, il ne faut surtout pas mettre les doigts dessus. Il ne faut surtout pas mettre des produits abrasifs, rien du tout pour nettoyer tout ça. Vous nettoyez à la rigueur au chiffon sec. Ou vous allez dans les magasins spécialisés de vente d'appareils photo ou de télescopes, ils vont vous vendre les produits qu'il faut. À savoir que ça coûte très cher. Mais bon, il vaut mieux utiliser ces produits-là que de vous retrouver un jour avec votre télescope abîmé. Voilà. Donc, ami astronome, je vois que cette vidéo va être très longue. J'avais promis que je ferais des vidéos courtes. Et voilà, je suis en train de casser le matériel. Non, je rigole. Donc, ami astronome, pour cette vidéo qui est très longue, je vais vous laisser parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais vous laisser. Amis astronomes, je vous dis à bientôt. Mettez l'œil à l'oculaire. Abonnez-vous. Mettez des petits pouces machin en l'air. Mettez des petits pouces en bas. Mettez des commentaires. Et surtout, mettez l'œil à l'oculaire. Faites de l'astronomie et restez curieux. Amis astronomes, merci et à bientôt.